Bonjour à tous. Dans cet épisode, nous allons nous focaliser sur la phase d'exploration de la méthode Living Lab. Si vous n'avez pas encore écouté le premier épisode introduisant celle-ci, je vous invite à le consulter avant d'écouter cet épisode. Avant de nous lancer dans la phase d'exploration, il faut savoir pourquoi on veut utiliser cette méthode, car innover pour innover ne mène à rien et n'a aucun intérêt. Les questions à se poser concernant le projet sont: suis-je prêt à écouter différents acteurs? Sont-ils prêts à s'écouter eux-mêmes? Suis-je face à un type de projet qui justifie l'emploi de la méthode Living Lab? Suis-je prêt à créer les conditions pour accompagner une création collaborative? Pour répondre à ces questions, il est intéressant de savoir que le Living Lab est particulièrement intéressant lors de projets pour lesquels le marché est nouveau ou avec un niveau de maturité qui pose des problèmes d'adoption pour les usagers. Il peut aussi s'agir de projets visant à répondre à des besoins spécifiques d'un groupe ou nécessitant le savoir des usagers pour être conçus. Si vos réponses concordent avec la méthode Living Lab, alors débutons l'exploration. La phase d'exploration est la plus importante. Celle-ci va influencer toute la suite du projet. Cette phase a pour objectif de comprendre toute la situation du projet dans sa globalité, de connaître tous les termes techniques, les définitions et autres éléments liés au projet. Par exemple, si l'on veut réaliser une nouvelle infrastructure, il faut s'informer sur les lois, les termes d'architecture et tout autres éléments s'apparentant au projet. Dans cette appréhension du sujet, il sera nécessaire de lire des livres et des articles sur le sujet pour connaître théoriquement ce que vous étudiez. Une interview d'un ou plusieurs experts est un atout non négligeable afin de comprendre toutes les subtilités du sujet. Il va être intéressant de faire participer les experts et les usagers de manière à, ensemble, faire émerger les enjeux généraux auxquels il va être nécessaire de répondre et codéfinir les critères de validation de la réponse. Typiquement, lors de cette première phase, on va chercher à avoir le maximum de personnes autour de la table de manière à ce que cette recherche soit la plus complète possible. C'est dans le dialogue avec l'autre qu'on apprend. De ce fait, une identification des acteurs directs et indirects est nécessaire et obligatoire. Les acteurs directs sont ceux qui vont interagir directement avec notre produit. Et les acteurs indirects sont ceux qui interagissent indirectement avec notre produit. Si je reprends mon exemple d'infrastructure, les acteurs directs sont les architectes, les étudiants, les adultes, et les acteurs indirects seront les commerçants, les éboueurs, etc. Cette étape peut se concrétiser à l'aide d'une cartographie des acteurs où est inscrit les liens entre chacun et leur niveau d'implication dans le projet. Ces acteurs sont divers. C'est pourquoi cette phase peut être laborieuse car il ne faut en oublier aucun. L'un des objectifs de cette phase est de définir la structure et la gestion de l'étude. C'est également durant cette phase que l'on va déterminer le budget qui nous est alloué. En plus du budget alloué, il est possible de chercher à déterminer des fonds supplémentaires en réalisant une recherche de financement. En effet, le but de la méthode est d'arriver à avoir des idées à mettre en œuvre. Et pour cela, il faut des compétences et des ressources financières car il y a besoin de matériel, d'espace, etc. Il s'agira aussi, lors de cette étape, de définir les valeurs que l'on va prôner et les ressources que nous allons exploiter. Par ressources, j'entends le lieu où il y a les séances de co-création ainsi que les personnes que nous allons solliciter pour le projet. Il va s'agir de sélectionner les parties prenantes qui seront présentes, choisir les corps de métier à impliquer, faire en sorte de possiblement éviter de faire assister en même temps le patron et l'employé au risque d'amener à des conflits ou de la censure. Il faut recruter des acteurs directs de différents horizons et différentes cultures, experts et futurs usagers que nous avons déterminés grâce à notre cartographie. À noter que pour pouvoir participer, les personnes signent un accord. Les informations ne sont pas utilisées sans leur accord et sont anonymisées. Par ailleurs, il arrive que pour certains projets, il y ait un intérêt à garder toujours les mêmes acteurs lors du déroulement du projet. Or, il est parfois complexe de garder les participants. C'est à ce moment que l'on va rédiger ces accords et définir la gestion de la propriété intellectuelle de ce qui est produit. Autrement dit, on va définir à qui appartiendra la solution finale,
dans quelle mesure et ce que chaque acteur va pouvoir tirer de son engagement. À noter que beaucoup d'acteurs arrêtent le projet en cours de route et il arrive que l'on finisse par voir toujours les mêmes participants lorsque la séance est sur la base du volontariat. C'est pourquoi il faut en permanence leur montrer leur implication en ayant une stratégie d'engagement. Cela peut aller de la diffusion de comptes rendus de séances et d'échanges d'informations à la proposition de carottes sous le nez de l'âne, qui prendra forme parfois même de rémunération ou de bons d'achat. Il est souvent nécessaire de chercher à garder à tout prix le contact, par exemple en les appelant. Cette difficulté à mobiliser des acteurs et les impliquer se renforce lorsque le projet suit un cycle long et parfois lorsque l'innovation est plus sociale. Au final, cela nous permet de comprendre que la phase de planification est une phase de structuration de projet au cours duquel nous allons repérer les acteurs, soulever les problèmes et avoir une idée de la liste des besoins à satisfaire. L'animateur a ainsi un rôle important dans la définition de problèmes, car le positionnement et la direction prise ne sont pas les mêmes pour les projets en fonction du problème défini. Les animateurs ne sont ainsi pas des techniciens de la méthode, chargés d'appliquer bêtement le Living Lab sans chercher de sens. Les outils que vous pouvez utiliser durant cette phase sont les sondages, les entrevues, le SWOT, le PESTEL, le benchmark, des focus group et d'autres outils intermédiaires de conception. Avant de passer à une phase de conception, il va être nécessaire de procéder à une validation de l'orientation prise par le projet. On va ainsi valider le plan de projet auprès des parties prenantes, valider les critères permettant d'attester le succès de la solution que l'on cherche à trouver et valider que la réponse au problème respecte une certaine éthique. Au final, c'est la réalisation de cette étape qui va nous permettre de concevoir un cahier des charges complet, nous permettant d'aller ensuite vers l'émergence d'un concept. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à écouter le prochain où nous aborderons la phase de conception. Et n'oubliez pas, une solution étonnante implique une méthode équivalente. Au revoir!